Ce dimanche à Bamako, c'est jour de mariage. Je vous souhaite un heureux mariage et que les mauvais démons s'éloignent des jeunes époux. Ibrahima, nous te demandons, veux-tu prendre pour épouse Fatimata? Elle est assise ici, juste à côté de toi. Oui, je le veux. À tous ceux qui sont dehors, oui, c'est elle que je veux. Fatimata, sois consciente que la vie de couple n'est pas sans difficulté. Il y a des jours heureux et des jours d'amertume. Fatimata, toi qui es là en face de nous, il faut que tu suives le même chemin que tes mères. Tes mamans ont pris soin de tes papas dans le respect, la paix, la stabilité. Toi aussi tu dois faire comme elles, imite tes mamans. Ibrahima est entré dans l'armée en 2018 en tant qu'infirmier militaire. À la sortie de la mairie, les compagnons d'armes du sergent-chef s'emparent de la mariée pour une session de bizutage. Une tradition pour que la femme se souvienne à jamais des souffrances que subit son mari sur le théâtre des opérations. En tant que militaire, la situation sécuritaire de mon pays m'inquiète énormément. Depuis 5 ans, on a perdu beaucoup de camarades suite à de multiples attaques dans différents postes. Donc quand ça arrive, c'est une tristesse au-delà de toute tristesse. À chaque fois que j'ai l'impression que ça va, ça dégringole, ça dégénère encore. Moi, personnellement, ça m'inquiète. Ibrahima évoque une armée sous pression, en lutte depuis 7 ans contre des groupes terroristes dans le nord et le centre du pays. Depuis 2012, la guerre a causé au moins 6 000 morts et plus de 287 000 déplacés. Et ce, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention des forces onusiennes, africaines et françaises. La dégradation de la situation sécuritaire, les Maliens l'ont imputée directement à leur président. Alors ils sont descendus dans les rues chaque semaine pendant 3 mois, réclamant la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. Jusqu'au 18 août dernier, quand des colonels de l'armée nationale forçaient le chef d'État à la démission. Un coup de force sans effusion de sang et acclamé par la rue. Mais derrière la victoire politique, un profond malaise s'est emparé de la Grande Muette. Face aux djihadistes du Sahel, l'armée perd des hommes, quasiment chaque semaine. Et une grogne sourde s'est propagée dans les casernes. En échange de l'anonymat, certains soldats acceptent de témoigner devant notre caméra. Ce sergent-chef, engagé depuis 25 ans, accepte de raconter la réalité du terrain. Nous l'appelons Modibo. Quand nous avons terminé avec les formations communes de base, on a été envoyé sur le terrain. À partir de ce moment, nous avons commencé à voir que ce dont nous rêvions n'est pas réellement trop ce qui est perceptible dans la pratique. Quand j'étais au poste de sécurité de Anifish, Anifish est environ à 100 km au sud de Kidal. Et pour un mois de patrouille, avec un effectif de 20 personnes, vous vous retrouvez avec cette arme que vous passez entre vous. Vous vous imaginez, le commandant ose me présenter 60 balles, 60 munitions. Nous utilisons des armes qui font les 635 coups à la minute. On ne peut pas tenir 2 minutes de combat. Alors dans de telles conditions, si une attaque se passe, vous voyez déjà que c'est le sauve qui peut. Parce qu'un militaire sans armes n'est pas un militaire. Ce soldat raconte aussi le manque de carburant et les véhicules qui ne démarrent jamais. Quoi de mieux pour un ennemi qu'une armée sous-équipée, incapable de répliquer en cas d'attaque? Depuis plusieurs mois, c'est la stratégie choisie par les djihadistes. Ils s'en prennent aux positions de l'armée et aux convois militaires. Et ils tuent des soldats par dizaines. Ces images datent de juin dernier. Elles ont été filmées par les djihadistes eux-mêmes, dans le centre du pays,
à 100 km de la frontière mauritanienne. « 12 véhicules transportant une soixantaine de soldats heurtent une mine cachée au sol. Le convoi est contraint de s'arrêter. C'est une embuscade tendue par les djihadistes. Tout est pillé, jusqu'aux chaussures que l'on arrache directement des pieds des cadavres. Cette attaque a eu lieu dans la région où sévit le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un mouvement proche d'Al-Qaïda. Ce jour-là, au moins 40 militaires sont morts. Ces images ont circulé sur les téléphones de tous les soldats du pays. C'était bien l'intention de leurs auteurs. Aux yeux du sergent Modibo, les djihadistes sont tout simplement mieux organisés que l'armée nationale. Les groupes terroristes ne sont pas aussi dangereux que ça, mais le fait que eux, dans leur jazissement, tout se fait dans la règle de l'art, et que de notre côté, dans l'armée nationale, la hiérarchie militaire détourne l'essentiel de cet argent qui doit servir à diriger les opérations sur le terrain, du chef d'état-major jusqu'au dernier commandant sur le terrain. Chacun fait des retenues à son niveau. Et le détournement est la cause du désastre macabre. La corruption, ça tue. Depuis l'indépendance en 1960, l'armée souffre de luttes fratricides, de coups d'État à répétition, de clientélisme. Il y a bien eu des réformes salariales, des formations organisées par des partenaires étrangers, une loi de programmation militaire. Mais rien n'a empêché les détournements de masse par l'ancien pouvoir. Con. Mon frère, ça va? Les navigués est de retour. Ça va, Sako? Moussa Ousmane Touré est juriste à la tête d'une association de lutte contre la corruption. Il travaille dans un petit cybercafé du centre-ville. Récemment, Moussa a été contacté par 2 soldats. Ils ont mis la main sur des bulletins de salaire falsifiés. Les preuves d'un système de double comptabilité dans l'armée. Il y a un bulletin qui est mis par les commissariats des armées dont la somme nette est supérieure à l'autre, au second bulletin qui est émis par des comptables véreux ou par des officiers supérieurs. La différence entre ces 2 bulletins, c'est 90 000 francs CFA. Ces 90 000 sont empochés par des officiers supérieurs. Une fraude très rentable à grande échelle. 67 millions d'euros de primes ont ainsi été détournés en 3 ans. Après la révélation de l'affaire dans la presse malienne, les 2 soldats ont été suspendus pour violation du secret défense. Ils ont décliné notre demande d'entretien, disant avoir reçu l'ordre de cesser tout battage médiatique. Quant à Moussa, il reçoit des appels anonymes et craint des représailles. Je ne mène pas la vie que j'ai menée avant, que je ne porte cette affaire à la connaissance du procureur. Souvent, il m'arrive même de changer de numéro. Quand je quitte à la maison, en circulation, je me méfie beaucoup et je surveille de partout. Parce que je me dis, c'est pourrait que je suis surveillé. Depuis notre entretien, Moussa a été passé à tabac en pleine rue par des hommes armés et cagoulés. Ceux qui décident de briser l'omerta dans l'armée en payent le prix un jour ou l'autre. Il nous faut attendre la nuit pour rencontrer un autre militaire. Celui que nous appellerons Lamine a perdu son poste pour s'être plaint. Il y a un agent chef, il m'a ordonné, prenez les sections et nous allons rentrer à Boulkis. Les effectifs que je devrais travailler avec ça, ce n'était pas au complet. C'est incomplet. Je devrais travailler avec 50 personnes. Mais il m'a donné 23 personnes plus moi, 24.
Son chef déclare 50 soldats alors qu'il en envoie la moitié sur le terrain. Il empoche ainsi la solde de l'autre moitié. La pratique serait courante chez les hauts gradés. J'étais parti intensive militaire, chargé mon sol. Je vois sur l'ordinateur sergent-chef gratuit. Vous voyez, aucun chef qui m'a informé. Après la radiation, il m'a utilisé dans les théâtres d'opération. C'était pour me mettre boucherie. C'était pour me faire envoyer tuer. Et vous êtes allé là-bas? Oui. Sans être payé? Sans payer. Le commandant profite que les soldats soient en opération pour déclarer leur radiation. Un cynique stratagème lui permettant de toucher leurs primes pendant qu'ils sont au combat. Après ces révélations, nous avons tenté d'en savoir plus auprès des autorités militaires. Mais aucun officiel n'a accepté de nous parler. L'armée malienne a été attaquée dans la nuit du 12 au 13 octobre à Sokoura dans le cercle de Bankas, région de Mopti. Le bilan provisoire est de 9 morts et 4 blessés. Quelques heures plus tard, le renfort dépêché sur les lieux est aussi tombé dans une embuscade sur le pont de Parou dans la même... Il ne se passe pas une semaine sans que l'armée malienne subisse un revers sur le terrain. Le bilan officiel de morts, de disparus et de blessés varie au fil des jours. Des chiffres aussitôt oubliés quand survient l'assaut suivant. Il y a un endroit où ces nouvelles résonnent plus qu'ailleurs. À 15 km de Bamako, une cité surplombe la capitale. Kati, la grande ville garnison du sud Mali. C'est ici que les colonels ont préparé leur putsch du mois d'août. Voilà où vivent les soldats du rang et leurs familles. Des maisons étroites construites en banco, un mélange de terre et de paille, le plus souvent sans eau courante. Le quartier ressemble à un bidonville. Pourtant, nous sommes bien dans un camp militaire. À Kati, beaucoup de femmes sont veuves. Depuis la mort de leur mari au front, leur unique réconfort, c'est de se rassembler. Dès que vous perdez vos maris, leur salaire cesse de vous être versé au bout de 6 mois. Quand nos enfants tombent malades, nous n'avons plus de quoi les soigner. Nous vendons de l'eau fraîche pour essayer de subvenir à nos besoins, mais il faut qu'ils nous aident pour nous en sortir. Nous sommes fatigués. Dès qu'un militaire meurt, ses proches sont tout simplement abandonnés. Nous sommes toutes des victimes de la guerre qui a commencé depuis 2012. On a perdu nos maris. Personne ici n'a vu le cadavre de son mari. Personne ne peut dire c'est par là ici qu'on a enterré mon mari. Ils sont tous morts pour la cause de ce pays. La façon dont on nous traite ici, c'est inhumain. Nous ne devons pas être traités de cette manière. La pension ne couvre pas les dépenses. L'éducation des enfants n'est pas assurée. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Ils vont grandir avec cette haine, avec ce traumatisme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne sont pas bien logés. Alors qu'ils sont dans le pays de leur père et ils entendent que leurs papas sont tués au nord. Donc pourquoi ne pas bien traiter leurs enfants? Balkissa vivait à Kati avant de perdre son mari, tué à Kidal en 2012. Pendant 2 ans, elle a frappé à toutes les portes des administrations militaires pour obtenir son droit de percevoir la pension de son mari, 180 € mensuels. Depuis, elle aide les autres veuves à affronter le silence et la lenteur de l'armée. Comme Abibatou, une mère de 5 enfants. Son mari est mort dans une attaque djihadiste en avril dernier. C'est à la radio qu'elle a appris la nouvelle. Aucun officiel n'est venu me voir. Ils avaient dit qu'ils viendraient, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont appelé mon beau-frère pour lui donner un sac de 100 kilos de mil et 100 kilos de riz. Moi, j'habitais ici, dans cette maison, quand mon mari est mort. C'est ici que j'ai fait mon deuil. Et après ça, ils m'ont demandé de quitter la maison pour la donner à une autre personne. Tu vois, tout ça me fait tellement peur. Les pensions n'arrivent pas assez tôt pour se trouver une autre maison.
Quand nos hommes meurent, l'armée devrait penser qu'ils ont donné leur vie pour le Mali. Mais ce n'est pas le cas. L'armée a juste en tête d'expulser leurs familles. Abibatou et ses enfants risquent de connaître le même sort que Balkissa, l'expulsion. Chez les soldats du rang, le logement est une affaire précaire. L'armée alloue un terrain aux militaires, tenus de construire eux-mêmes leur maison. Au gré des primes et des missions, ils peuvent espérer l'agrandir à l'aide de parpaings. À la sortie de Kati, certains chantiers ont une toute autre allure. Ici, on bâtit avec de vrais moyens, des ouvriers en nombre qui s'affairent du matin au soir. Si tu as des moyens, ça ne va pas dépasser un moyen. Mais si tu n'as pas de moyens, ça va plus de 6 ou une année. Et vous avez construit beaucoup de maisons ici? Ici, il y a grand parce que ça pour un colonial. Il y a beaucoup de militaires. Il y a beaucoup de militaires. Et ça, c'est une maison pour lui tout seul ou c'est un immeuble? Pour lui tout seul. Voilà à quoi serait utilisée une partie de l'argent des soldes et des équipements de guerre détournés par la hiérarchie militaire. Les biens mal acquis de la corruption sont là, sous les yeux de tous. C'est pourquoi le sentiment de trahison n'a cessé de grandir chez les militaires. Si bien que certains sont prêts à tout, même au pire, pour une vie meilleure. Jamana ko de do quoi bon jama munu bolla ka tu ko o do de wule ah ko nga che ko ni ko nana ya ko ni kibika recette ni na maso ngo bon ngo me jamala ngo kofe ngo bi wule ay appel très drôle nga pisi bon nya détruit ni ame ibavu kibe jarabi kola al folo contact bi na tigi de che ay ne wule limke u be condition la katimne kan sabla ka dagu be sara armement b'u bolo u bɛ furakɛ ka ɲɛ i y'a mɛn u bɛ condition la ka tɛmɛ Mali sɔrɔsiw kan u bɛ condition yɛrɛ la ka tɛmɛ Mali sɔrɔsiw kan puisque u ka kɛlɛ kɔnɔ u tɛ foyi demander k'a tɛ k'u ye o foyi u tɛ foyi demander k'a tɛ k'u ye Mali sɔrɔsi i bɛ bɔ yan ka taga hali ni muso sara i kɔ n'i ma kɔn ka kɛ i tɛ permission sɔrɔ ka na. L'état psychologique des troupes n'est pas un secret pour les nouveaux chefs militaires. Les putschistes connaissent les difficultés du terrain. Pour montrer des gages de changement, ils ont organisé une cérémonie d'hommage 3 jours après une attaque au cours de laquelle 10 soldats furent tués. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Un événement rare ces dernières années, l'ancien gouvernement considérant le rapatriement des dépouilles comme trop coûteux. Cette opération de communication suffira-t-elle à rassurer les soldats, à réconforter les veuves? L'armée malienne peine à se remettre en question. Maltraitées par la hiérarchie, les troupes se sont mises à maltraiter à leur tour, s'en prenant violemment à la population sous couvert de lutte antiterroriste. Voici Faladier, le plus grand camp de déplacés de Bamako, établi sur une décharge en périphérie de la ville. Plus de 2900 personnes s'y entassent sous des bâches avec les mouches et la puanteur. La majorité ici sont des éleveurs nomades de l'ethnie Peul. Accusés de soutenir les djihadistes, ils subissent les représailles des milices d'autodéfense de l'ethnie Dogon. Devant notre caméra, plusieurs villageois racontent avoir vu des militaires brûler leur village et tuer les habitants. Comme Boubacar Amidou, un berger arrivé dans le camp il y a une semaine. J'étais en train de courir et des militaires m'ont poursuivi.
Et puis ils m'ont attrapé et m'ont frappé. Ils m'ont frappé avec la crosse du fusil et un bâton. Ce que je vois là-bas, c'est bien les membres de l'armée. Ils traitent les gens n'importe comment. Quand ils rentrent dans les villages, ils fouillent tout le monde. Ils détruisent tout. Leurs véhicules écrasent nos maisons, ils gâtent tout. Toute ma famille a été tuée. Dans ma région, quand tu es Peul, quand l'armée vient, elle arrose. Que tu sois un homme, une femme, un enfant, l'armée te tue. Elle tue. Elle dit que nous sommes tous des terroristes. Les soldats du pays sont régulièrement accusés par des organisations internationales d'expéditions punitives contre les civils Peuls. Même documentés, ces massacres restent sans suite judiciaire. Le combat contre l'impunité suscite de nouvelles vocations politiques. Quand il a décidé de s'attaquer publiquement au grand scandale de corruption, d'interpeller les hauts responsables militaires et politiques, cet homme a commencé à déranger. La corruption et le mensonge d'État sont devenus un phénomène culturel chez nous ici. Nous devons refuser l'évidence que le Malien est génétiquement corrompu. Clément Dembélé est l'homme politique le plus connu du Mali depuis qu'il a été kidnappé en mai dernier par la sécurité d'État, emprisonné pendant 15 jours pour avoir critiqué l'impunité de milliers de fonctionnaires et de généraux maliens. Selon lui, la corruption ne touche pas seulement l'armée, mais l'ensemble des instances publiques. Le Mali a atteint un niveau aujourd'hui où on ne parle plus de corruption, on parle de vol à ciel ouvert, c'est du pillage à ciel ouvert. Dans un État où il y a la corruption, la justice corrompue, l'armée corrompue, les forces de l'ordre corrompues, dans un État où il y a les services minimums sociaux de base ne sont pas là, dans un pays où il n'y a pas de route, où l'argent qui doit être mis dans les routes, quand l'Union européenne ou la Banque mondiale paye pour faire les routes, on détourne, on mange et il n'y a pas de route. Dans un pays où il n'y a pas d'école, pour que les enfants puissent aller à l'école, on a passé 3 ans sous Ibeka sans école. Quand il y a des gens qui viennent, qui se présentent à ces villageois pour leur donner un peu de médicaments, un peu d'eau, et qui essaient de dire au nom de la charia que la justice soit faite, qu'est-ce que vous voulez que ces gens fassent? Mais il faut qu'on comprenne aujourd'hui que le problème du djihadisme, du terrorisme, est lié à l'État malien et tout vient de Bamako. Le problème malien est un problème inventé au Mali et alimenté par des dirigeants maliens et la solution, elle est malienne. Elle ne viendra pas d'ailleurs. Les autres peuvent nous soutenir, que ce soit Barkhane, que ce soit l'armée française, que ce soit l'aménagement. Ce sont des Maliens qui doivent régler les problèmes. Et tout le problème du Mali, c'est à Bamako ici. Depuis le coup d'État du 18 août dernier, l'armée malienne a essuyé 4 attaques et déploré près de 40 morts supplémentaires dans ses rangs. La plupart ont été enterrés dans des fosses communes, loin de leurs familles. Leurs épouses ont rejoint les centaines de veuves du Mali et n'ont d'autre choix que de prier.